Salut à tous, c'est Palawan et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer le deuxième épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes. Alors ce débrief sera un peu plus court que celui de la semaine dernière, faute de temps cette semaine, mais on va quand même, comme d'habitude, revenir sur les points importants de l'épisode. Je vous donnerai avant ça évidemment mon avis sur l'épisode, et puis on reviendra également sur les dynamiques des tribus. Alors, on va commencer du coup par mon avis sur l'épisode, et je dois avouer que j'ai trouvé cet épisode un peu en demi-teinte. Mon avis est un peu mitigé sur cet épisode. Il y avait de très bonnes choses, il y avait des choses vraiment intéressantes, notamment lors du conseil et de l'utilisation des armes secrètes. On y reviendra dans les points à retenir de l'épisode. Mais il y a aussi d'autres choses qui m'ont moins plu, notamment du point de vue du montage. J'ai trouvé que le montage n'était pas excellent lors de cet épisode. On a eu notamment toute la partie pré-conseil des tractations et des stratégies qui a été pas mal passée sous silence. On a plusieurs informations, je pense, qui nous manquaient pour vraiment bien profiter et comprendre les tractations pré-conseil. Et puis au-delà de ça, donc au-delà de cette partie qui a été vraiment écourtée, on a eu des parties que j'ai trouvées un peu longues, qui vraiment cassaient un peu le rythme de l'épisode, notamment au moment de la construction des radeaux. C'était des parties un peu redondantes, on revoyait un peu les mêmes choses, et ça m'a moyennement plu. Donc je dois avouer que mon avis est un peu mitigé par rapport au lancement que j'avais trouvé excellent, mais pour le coup, il y avait à boire et à manger dans l'épisode, il y avait des choses bien et des choses moins bien. On va enchaîner avec les 5 points à retenir de l'épisode, à commencer par le premier point, c'était donc les radeaux, à la fois donc la partie construction puis la partie épreuve, et c'est toujours une épreuve qui est vraiment intéressante parce que c'est une épreuve qui nous permet de voir les différentes dynamiques au sein des tribus, de voir qui s'impose pour la construction du radeau, qui est plus en retrait. En général, ça permet aussi de distinguer un peu des dynamiques de groupe, des conflits, etc. Et ça, j'y reviendrai un peu plus en fin de vidéo, mais du point de vue purement de ce qui s'est passé, disons, dans cette partie-là, que j'ai trouvé d'ailleurs un peu longue, comme je le disais juste avant. Donc une séquence un peu longue, mais avec quand même des petits détails intéressants. On a vu toujours un Aurélien très en avant, qui s'expose beaucoup, mais en même temps qui ne veut pas complètement assumer son rôle de chef, qui était un peu réticent, notamment, qui espérait que d'autres gens s'imposent pour le design du radeau, parce que lui-même n'était pas un expert. On a vu une Laetitia qui a été encore beaucoup décriée par ses différents compagnons d'aventure, un montage qui insistait vraiment sur les problèmes en termes de social de Laetitia, donc ça c'est très mauvais pour elle, mais dans tous les cas c'était une séquence que j'ai trouvé un peu longue, un peu redondante, même s'il y avait des choses amusantes, dont un Thomas mi-amusant, mi-ennuyant, qui s'acharnait un peu des fois sur Laetitia, et puis surtout qui semblait un peu comme il le disait, bon soldat à ne pas forcément prendre d'initiative, ce qui n'est pas forcément facile pour Aurélien, parce qu'on sent qu'il y a une équipe qui, pour le coup, ne prend pas d'initiative, qui se repose beaucoup sur lui, ce qui est plutôt négatif, alors que chez les Rouges, on a vu que ça roulait très bien, qu'il y avait beaucoup plus une coopération entre les différents éléments, ce qui fonctionne très bien sur leur camp, même si ça fonctionne moins bien dans les épreuves, mais on va y venir un peu plus tard. Mais en tout cas sur le camp, on sent que chacun met du sien, que chacun surtout a des compétences, ce qui n'était pas forcément le cas chez les jaunes. Là on avait un Jonathan dont c'est le métier justement de faire des nœuds, puisqu'il est moniteur d'escalade, donc il était vraiment au fait des nœuds pour fabriquer le radeau. On a vu un Hervé qui s'était préparé à faire le radeau. On a vu également une Magali qui avait un peu d'expérience dans le domaine de la pagaie, qui donc pouvait donner des conseils. Donc c'était assez intéressant de voir ces différents points de vue qui pouvaient vraiment s'accorder pour faire le meilleur radeau possible. Bon, au final ça n'a pas payé, mais je pense que c'était plus une histoire de technique de rame, et notamment le fait que Aurélien ait bien briefé ses coéquipiers sur la bonne technique à adopter pour ramer. C'est sans doute là-dessus que s'est fait la différence au niveau de l'épreuve. Mais du coup on avait vraiment cette distinction entre les deux tribus, avec les avantages et les inconvénients des deux types de management. Le management vraiment top-down, avec justement un Aurélien très très autoritaire, enfin chef quasi hégémonique, mais qui peut conduire à la victoire lorsqu'il a les connaissances et qu'il est inspiré. On verra peut-être dans les épisodes suivants si ça fonctionne toujours aussi bien, si Aurélien n'a pas la bonne stratégie, parce que c'est le problème quand tout repose sur une seule personne. Et de l'autre côté, une équipe des Rouges qui fonctionne mieux en groupe sans doute, avec plus des différentes personnalités qui peuvent s'imposer, sauf que le problème c'est que ça manque souvent d'un leader. C'était le cas sur les deux épreuves de cet épisode. Il manquait vraiment un leader qui puisse justement s'imposer et imposer son point de vue pour que tout le monde file dans le même sens. Et au final, c'est sans doute ça qui a fait la différence au niveau justement de l'épreuve de confort,
qui a été remporté par les jaunes, ce qui leur a permis, en plus d'un poisson, de remporter une nouvelle aventurière, et ça va m'amener du coup à mon deuxième point, puisque Lucie est la nouvelle aventurière jaune, elle arrive dans l'aventure, et ça a été le premier point qui m'a vraiment énervé dans cet épisode, c'est donc l'arrivée de Lucie. Alors autant Lucie je trouve un profil intéressant, on pouvait craindre le pire du fait que ce soit une sportive professionnelle et que le sport soit vraiment beaucoup mis en avant dans son portrait, mais on sent qu'elle a vraiment qu'elle n'est pas venue sur l'aventure uniquement pour les épreuves, qu'elle a compris aussi la dimension sociale et stratégique de l'aventure, en tout cas sociale pour l'instant, stratégique on verra peut-être par la suite, mais dans tous les cas moi c'est une personnalité que je trouve assez intéressante et pour le coup c'est une aventurière qui est selon moi à sa place. Ce que je reproche en revanche à la production, c'est de l'avoir fait venir comme ça un peu gratuitement, ce qui remet un peu les compteurs à zéro entre les deux équipes. Et c'est dommage parce que pour le coup ça annule un peu ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent et ça donne l'impression que la production veut un peu rééquilibrer les comptes avec justement une aventurière très forte qui va vraiment être un gros apport pour l'équipe jaune qui avait du mal notamment du point de vue de la survie. L'équipe jaune n'a toujours pas le feu, elle galère à faire une cabane, etc. Et donc avoir une aventurière comme ça peut les aider notamment du point de vue des épreuves. On a vu que pour l'instant les jaunes s'en tirent très bien au niveau des épreuves, mais une fois que la fin, notamment avec le manque de feu, va se faire sentir, est-ce que les jaunes seront toujours aussi performants? C'est une bonne question. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une aventurière, moi je trouve, qui est intéressante, mais ce que je reproche à la production, c'est de l'amener de cette manière. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir amené une candidate comme ça au dernier moment, un peu sur une récompense de jeu de confort. Alors qu'on a déjà 20 candidats pour 35 jours, on risque d'avoir en plus du coup des épreuves éliminatoires supplémentaires, ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche, en tout cas ce que moi je recherche dans Koh-Lanta. Donc pour le coup, voilà, un peu déçu par l'arrivée de Lucie, même si c'est une candidate qui je pense sera intéressante. Troisième point, et on va parler de l'épreuve d'immunité, ça va me permettre aussi de faire un petit point de comparaison et de revenir sur l'épreuve de confort dont j'avais peu parlé en termes de construction de l'épreuve, parce que cette épreuve d'immunité finalement elle était assez classique et je trouve plutôt intéressante, elle fonctionnait plutôt bien, tandis que l'épreuve de confort était elle plutôt ratée selon moi. Je trouve que l'idée de faire une régate était plutôt bonne et le fait d'avoir une forme de goulot d'étranglement où devaient passer les différents bateaux était plutôt une bonne idée. Sauf que finalement, visuellement, ça n'a pas été très bien rendu par la réalisation. On avait beaucoup de mal à savoir à quel bateau appartenait chaque équipe et surtout de comprendre quelle était la zone par laquelle devaient passer ces bateaux. Voilà, c'était pas forcément clair en termes d'illustration visuelle, même si on a senti que avec des plans aériens et avec une matérialisation numérique des balises, on essayait d'un peu de faire comprendre ce qui se passait. C'était pas forcément évident, ça ne se ressentait pas forcément bien à l'écran. Donc là pour le coup je trouve que c'était une épreuve qui était un peu ratée dans sa conception, d'autant que c'est une épreuve qui manquait un peu de suspense parce qu'à partir du moment où les jaunes ont vraiment pris la main et avaient de l'avance sur les rouges, on a senti que les rouges ne les rattraperaient pas. Et ça c'est un peu dommage parce que quand on a une épreuve qui dure 5 ou 10 minutes et que dès les premières minutes on sait déjà qui va l'emporter, ça enlève un peu du suspense et ça rend la séquence un peu longue. Alors que je pense qu'il y avait vraiment une possibilité de rajouter un peu d'incertitude avec par exemple un puzzle à la fin. On a vu que les équipes récupéraient des sacs, donc pourquoi pas avoir dans ces sacs par exemple des pièces de puzzle pour assembler un puzzle à la fin, ce qui aurait rajouté l'incertitude. Et là je trouve justement que dans l'épreuve d'immunité ça a été plutôt bien rendu, avec justement ce puzzle, cette fresque à constituer. C'était vraiment la majorité de l'épreuve, parce que finalement sur le reste de l'épreuve, bon, il y avait une espèce de relais, mais globalement, voilà, c'est pas là-dessus que la démarcation va se faire et que une équipe va prendre beaucoup d'avance par rapport à l'autre, mais c'est vraiment sur le puzzle que ça s'est joué. Et là, on a vraiment vu l'intérêt du management de l'équipe jaune, c'est vraiment le leitmotiv de cet épisode, hein, le thème récurrent, avec Aurélien qui vraiment a institué cette organisation de groupe vraiment très forte. Alors là, c'est pas forcément lui qui a tout l'idée sur cette épreuve, hein. On a vu que notamment Shanice donnait pas mal de conseils et que c'est notamment grâce à elle que cette épreuve a pu être remportée. Mais on a vu surtout que les jaunes s'écoutaient très bien et ça, je pense que ça vient vraiment de l'idée, d'un chef Aurélien qui met en place une stratégie et qui est ensuite suivi par tout le monde. Alors que les rouges essayaient tous un peu de donner leur avis, on a senti que ça manquait un peu d'écoute et que ça manquait d'une personne qui parle un peu au-dessus des autres et qui donne son avis, qui dise comment faire les choses. On a vu que Laure était très frustrée sur ce plan-là parce qu'elle semblait vraiment être
prête à bien donner les consignes, mais qu'elle était un peu couverte par les voix d'autres personnes qui voulaient eux aussi donner leur avis, et ça aboutit finalement à une défaite de l'équipe rouge. Quatrième point, c'est donc la chasse aux armes secrètes. Et on a eu plusieurs développements de ce point de vue-là dans cet épisode, notamment avec la découverte par Arnaud d'un collier d'immunité. Donc ça, ce n'est pas une arme secrète, mais disons que voilà, il était à la recherche d'un collier ou d'une arme et qu'il a fini par trouver un collier. Pas grand-chose à dire, sinon que voilà, on a senti que Arnaud allait être un personnage important cette saison, et le fait qu'il découvre un collier, donc qu'il puisse se protéger potentiellement dans les conseils à venir, puisqu'il ne l'a pas joué lors de ce conseil, illustre vraiment le fait que voilà, ce sera sans doute un personnage important. Le détail assez intéressant là-dessus, je trouve, c'est que le collier n'est jouable que jusqu'à la réunification. Et ça, c'est intéressant parce que on sait que dans les saisons précédentes, on avait peut-être cette tendance à avoir des colliers qui se répercutaient jusqu'à la fin un peu, puisque si vous ne les utilisiez pas, vous pouviez, si vous étiez éliminé, les céder à un de vos alliés. Et on avait souvent ensuite, au moment où arrivait justement la finale, juste avant l'épreuve d'orientation, on avait un conseil souvent à 6, des fois à 5, avec au moins 2 ou 3 colliers, et donc vraiment un choix limité parmi les candidats restants, ce qui était un peu dommage. Et là, avoir voilà des colliers qui ne sont jouables que jusqu'à la réunification, je pense que ça incite aussi un peu au jeu, ça incite les aventuriers à jouer ces colliers avant justement la phase post-réunification. À noter aussi du point de vue de ces armes secrètes, forcément c'est la découverte du kit tout double par Magali, et là ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, et ce que j'espérais à vrai dire, c'était justement que ce ne soit pas des objets qui soient simplement cachés un peu au hasard dans un arbre ou dans la forêt en général, mais que ce soit justement des objets qui soient cachés dans des lieux particuliers, un peu comme c'est le cas justement en Survivor. Et là on a vraiment suivi cette logique. Alors c'était pas tout à fait cette logique là, dans le sens où voilà, il y avait un indice quand même, enfin plus qu'un indice, carrément des consignes pour aller récupérer, mais c'était quand même un objet qui était caché à un endroit spécifique, à savoir dans le riz. C'était vraiment intéressant avec un double fond du riz, et ça m'a beaucoup rappelé Survivor, où il y a une saison, il me semble que c'est Survivor Philippines, la saison 25 je crois, si je ne dis pas de bêtises, où le Hidden Immunity Idol, donc qui est l'équivalent du collier d'immunité du coup dans Koh-Lanta, est caché juste sur la boîte du riz en fait, donc c'est un peu le même principe, voilà, où on a un objet remarquable du camp, qui permet de cacher un objet d'immunité. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup, d'avoir mis un double fond dans le riz, voilà, c'est assez malin, et franchement, je serais Magali, j'essaierais peut-être de chercher d'autres armes secrètes, qui soient justement dans des endroits remarquables, peut-être, je ne sais pas, au niveau de la bannière, ou des choses comme ça, enfin des points vraiment remarquables du camp des aventuriers, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres objets cachés de la sorte. Et surtout, moi, ce à quoi j'ai pensé immédiatement, mais ça c'est aussi une nouvelle fois une référence à Survivor, parce que c'était déjà arrivé dans une saison de Survivor, où justement il y avait des Hidden Immunity Idols, donc des colliers, mais qui étaient donc à des endroits remarquables, mais qui étaient cachés exactement au même endroit sur chaque camp. Et les candidats en avaient profité justement pour récupérer en même temps ces deux Hidden Immunity Idols. Bon, ça s'était pas forcément très bien terminé, sans rien spoiler, pour la personne en l'occurrence qui avait récupéré ces idols, mais pour le coup c'est assez intéressant justement d'avoir cette possibilité là, pourquoi pas en cas par exemple de tribe swap, donc en cas de recomposition des équipes, une Magali qui va aller récupérer directement sur le camp jaune ce même avantage, ce qui est tout double, et pourquoi pas aller chercher le même avantage du coup sur l'autre camp, ça pourrait être assez intéressant. Pourrait même, alors là je n'ose même pas y penser, mais imaginer qu'elle puisse à l'occasion d'une épreuve par exemple donner des conseils à un membre de l'équipe jaune pour trouver ce qui tout double, un membre qui serait par exemple en danger, pour s'assurer une potentielle alliance avec cette personne post-réunification, ce serait quelque chose d'absolument incroyable, mais dans tous les cas voilà, je pense qu'il y a pas mal de potentiel avec le fait d'avoir des objets, ces armes secrètes cachées dans des lieux particuliers. Enfin, cinquième point à signaler, c'est donc le conseil.
Et avant de parler du conseil, qui était donc un conseil intéressant, je vais quand même parler des tractations pré-conseil, qui a été vraiment, je pense, le point le plus négatif de cet épisode, parce que le problème, c'est que autant le conseil était vraiment surprenant et on a appris pas mal de choses, autant les tractations pré-conseil étaient très limitées. Tout ce qu'on a su, en gros, c'était que Magali était en danger. Finalement, on s'est aperçu ensuite au conseil qu'elle n'était pas forcément la plus en danger, ou en tout cas la seule en danger, mais le montage s'est vraiment concentré sur la recherche d'armes secrètes. On a un tout petit peu vu Candice qui se sentait elle en danger, mais ça semblait être plus une parano qu'autre chose. On nous a rappelé justement qu'elle avait fait plus ou moins un pacte avec Hervé pour ne pas jouer le talisman. On va voir que finalement ce pacte va être brisé. Mais donc lors du conseil, on a des discussions qui sont très écourtées pour laisser place justement au duel, puisque bien évidemment Magali, qui se sent en danger, va jouer le kit au double, ça on s'en doutait, mais la grosse surprise donc c'est que Candice joue sa partie de talisman, et rend donc l'autre partie de talisman, celle détenue par Hervé, complètement caduque. Et ça peut avoir de grosses répercussions, mais on en parlera ensuite dans la partie justement d'analyse des tribus. Dans tous les cas, Magali, qui voulait justement défier en duel Candice, ne peut pas le faire à cause de cette partie de talisman, et donc défier en duel Marie. Elle l'emporte, et finalement Marie est ciblée par les votes des garçons. On a bien compris qu'il y avait une division entre garçons et filles, et donc cette division aboutit à l'élimination de Marie, qu'on aura malheureusement très peu vue. Alors je vais juste dire 2 mots avant de passer justement à l'analyse des tribus. On analysera un peu plus tout ça dans le détail. Je vais dire 2 mots sur la tactique de Candice, que j'ai trouvé assez mauvaise. Alors autant manifestement elle était vraiment en danger, hein, c'est ce qu'a confirmé notamment Magali, ou même Arnaud ensuite dans son vote, mais pour le coup, autant jouer effectivement le talisman n'était pas une idée idiote, autant malheureusement je pense qu'elle aurait dû attendre avant de le jouer, parce que si j'ai bien compris, c'était quelque chose qui était censé ne pas forcément se déclarer immédiatement. Moi j'avais même compris que le talisman pouvait se jouer comme un collier d'immunité, donc pourquoi ne pas le jouer après le vote? Alors j'imagine qu'elle a dû paniquer au moment de l'annonce du kit ou double en se disant peut-être que c'est un duel à mort et que celui qui perd est immédiatement éliminé. Mais pour le coup, si elle avait un peu attendu avec ce talisman, elle aurait pu peut-être ne pas l'utiliser. Par exemple, si elle avait été défiée en duel par Magali et qu'elle avait remporté ce duel, elle n'avait pas à utiliser le talisman puisqu'elle aurait été immédiatement immunisée. Alors évidemment, elle ne pouvait pas savoir exactement quel était le fonctionnement du kit ou double, et donc j'imagine qu'elle a un peu paniqué à ce moment-là, mais pour le coup, ce n'était à mon avis pas forcément très bien joué de sa part. Elle aurait peut-être dû un peu au moins attendre l'explication du kit ou double, et ne pas jouer immédiatement le talisman dans un panic mode qui la conduisait justement à immédiatement le déclarer, ou même elle aurait pu le déclarer et finalement ne pas le jouer, hein, parce que bon, a priori le fait de jouer ou non le talisman se scellait au moment où on l'introduisait dans l'urne, donc pourquoi pas le déclarer, ne pas le jouer. C'est un peu ce que je reproche aussi à ces armes secrètes, c'est que ce n'est pas forcément clair sur le moment où il faut les jouer et la manière dont on peut les jouer ou non. Donc là pour le coup je trouve un peu que c'est dommage, on n'a pas trop saisi les tenants et les aboutissants de ce talisman, mais dans tous les cas à mon avis ça va avoir une grosse répercussion, notamment sur la relation avec Hervé et la place de Candice dans la tribu, et on va en parler juste après. On va passer maintenant à l'analyse des tribus, et on va commencer par l'équipe jaune. L'équipe jaune, j'en ai déjà un peu parlé, mais du coup on a toujours un Aurélien qui est très puissant, qui est hégémonique dans sa tribu, et pour l'instant ça ne semble pas poser de problème, tout le monde semble le suivre, et a raison, puisque c'est grâce à cela, entre autres, que les jaunes ont pu remporter 2 épreuves coup sur coup. Alors certes, ils ont toujours du mal sur le camp, ils n'ont toujours pas le feu, ils ont des problèmes pour construire une cabane, mais globalement on sent que Aurélien les lead quand même de manière plutôt efficace, notamment parce qu'il peut s'appuyer sur 2 lieutenants vraiment fidèles et solides, en les personnes de Thomas et Mathieu, même si je sens qu'il peut y avoir un peu des fêlures et des faiblesses dans cette alliance à 3. Déjà le fait que, évidemment, une alliance à 3 ce n'est pas suffisant dans une équipe de 10, mais surtout que je sens un Thomas notamment qui pourrait se désolidariser à terme de Aurélien. Alors pour l'instant on n'en a aucun indice, mais on sent que justement Thomas n'est pas forcément le genre de personne qui pourrait être complètement fidèle à Aurélien, tandis que justement un Mathieu, malgré son impulsivité, je le vois bien être plutôt dans l'honneur et dans la fidélité justement à Aurélien. Donc Aurélien, attention à lui, notamment de la part de Thomas, que je sens assez filou, hein, pour reprendre ses termes,
mais je sens que Aurélien a déjà plusieurs coups d'avance. On a senti qu'il essayait de se rapprocher de Lucie justement pour avoir une autre alliée potentiellement en la personne de Lucie. Donc tout ça, je trouve ça plutôt intéressant et j'ai hâte de voir comment ça va se développer. À noter également dans l'équipe des jaunes, donc Laetitia qui est très à la marge de la tribu, on l'avait déjà senti lors de l'épisode précédent, mais là ses remarques au conseil n'ont vraiment fait qu'empirer les choses, et très certainement ce sera la cible des prochains votes si elle ne trouve pas de collier ou d'armes secrètes. Donc je la vois vraiment très vite partir, sauf en cas justement de découverte d'un collier ou d'une arme secrète, même si on a senti que certains essayaient de l'aider, notamment Shanice qui commence à se dévoiler peu à peu. Je sens que c'est quelqu'un qui potentiellement peut aller très loin parce que voilà, c'est quelqu'un, on a senti, qui est vraiment très forte sur le plan social du jeu. Elle a vraiment, de par son métier, une compréhension des autres et elle est vraiment très à l'écoute des autres. Elle a donné de très bons conseils, notamment à Laetitia, en lui disant d'aller s'intégrer plutôt que de travailler dans son coin. Donc à surveiller le personnage de Shanice, c'est un personnage qui peut gagner en importance au fil de la saison. On va passer à l'équipe des rouges. Et donc, chez les rouges, il y a pas mal de choses à dire, même si finalement il y a assez peu de personnes qui sont vraiment en vue dans cette équipe. On a quand même quelques personnalités qui se dégagent. Dans cet épisode, évidemment, il y avait Magali qui était donc plutôt en danger, on l'avait déjà senti la semaine dernière, puisqu'elle n'était ni vraiment complètement avec les filles, ni complètement avec les garçons. Même si finalement, là, après ce conseil, on pourrait penser que les garçons pourrait potentiellement la protéger, on verra, ça dépendra aussi de ses performances. Là, dans cet épisode, pour le coup, elle a plutôt été performante sur les épreuves, donc je pense qu'elle a plutôt fait ses preuves, elle s'est sauvée elle-même grâce au kit ou double, donc je pense qu'elle a plutôt, voilà, s'est plutôt imposée et qu'elle a plutôt une meilleure position à l'issue de cet épisode plutôt qu'au début de l'épisode, donc ça c'est plutôt positif pour elle. Par contre, Candice, elle, est vraiment très mal positionnée, je l'avais pas senti autant en danger, on avait vu notamment dans le premier épisode qu'elle pouvait un peu agacer, je l'avais évoqué, mais je disais que je ne pensais pas qu'elle serait immédiatement en danger, et pour le coup elle l'a été très vite, c'était sans doute même la personne quasiment la plus en danger, et pour le coup ça c'est vraiment très mauvais pour elle. Si déjà, alors qu'on est au début de l'aventure et que c'est justement ce moment-là où on a le plus besoin des compétences en survie, elle est déjà en danger et qu'elle agace autant, pour le coup c'est assez négatif. Et là pour le coup je dois avouer que je n'ai pas du tout aimé le montage de cet épisode parce qu'on ne l'a pas du tout senti qu'elle était vraiment en danger. On nous a remontré la séquence de la semaine dernière, mais pour moi ce n'est pas suffisant pour justifier l'élimination de quelqu'un, d'autant que Candice, voilà, c'est une personne qui est relativement jeune, qui semble plutôt forte sportivement, donc a priori voilà, il n'y avait pas spécialement de raison de l'éliminer, mais on sent qu'il y a vraiment une opposition entre les hommes de la tribu et les jeunes femmes de la tribu, ce groupe de 4 qui est un peu inquiétant puisqu'il est tout le temps ensemble, mais pour le coup voilà, c'était une alliance à 4 qui était très forte avec des filles qui ont toutes plus ou moins le même âge, je crois entre 25 et 26 ans, et pour le coup voilà, c'est quelque chose dont ont dû se méfier les hommes qui se sont un peu ligués contre elle, et notamment contre Candice. Candice qui, avec son move, sans doute va s'attirer un peu les foudres de tout le monde, et en particulier de Hervé qui semblait vraiment déçu au moment où Candice a joué ce talisman, parce que ça pourrait être vraiment un fort désavantage au moment de la réunification pour l'équipe rouge. Donc Candice est plutôt dans une mauvaise position, et c'est aussi le cas finalement je pense des autres filles qui pourraient être menacées. Je pense justement à Enlor qui pourrait agacer, on a vu qu'elle s'était un peu imposée comme chef, même si les autres l'ont plus ou moins validé sa place, mais si on a vu une Candice qui est autant justement vilipendée parce que elle s'est mise un peu en avant sur le plan de la survie, si une personne comme Laure se met en avant notamment dans les épreuves, on pourrait imaginer qu'elle pourrait être menacée dans les prochains conseils, alors qu'une Maxine déjà est plutôt performante sportivement, et puis je pense qu'elle est plus en retrait, justement elle est plus discrète, donc ça pourrait lui permettre de passer entre les mailles du filet. Mais pour l'instant on sent vraiment que les hommes ont vraiment la position dominante dans cette équipe, et ne semblent pas pour l'instant particulièrement en danger. Pour finir, j'aurais peut-être une hypothèse justement sur ce montage particulier de Candice. J'en vois deux en fait, concrètement, mais la deuxième me plaît plus et je trouve elle est plus intéressante. La première hypothèse qui pourrait expliquer le fait que Candice ait un peu été coupée au montage entre guillemets, ou en tout cas que les raisons qui poussaient les gens à voter contre Candice étaient plutôt masquées par le montage. On pourrait penser que c'est pour protéger Candice, mais manifestement vu l'épisode et vu la réception de Candice par le public, je ne pense pas du tout.
bien au contraire. Je pense justement que c'était pour montrer Candice sous un jour pas forcément extrêmement positif. Je pense notamment que avec ce montage, on a tous eu l'impression qu'elle paniquait pour rien finalement, alors que ce n'était pas le cas manifestement vu les dires de ses coéquipiers, mais on a tous eu l'impression qu'elle était en mode panique pour rien et qu'elle avait gâché ce talisman, et ça c'est vraiment le montage qui a donné ça, ce qui est une image très négative. Donc pour le coup, de deux choses l'une, première hypothèse, soit Candice va bientôt sortir justement en partie à cause de ce move, mais aussi parce qu'elle agace les gens, et dans ce cas ça pourrait expliquer un peu ce montage. Mais la deuxième hypothèse, je trouve, est plus intéressante et explique plus de choses. Ça pourrait être, ce montage, une manière de protéger les personnes qui l'auraient critiqué, peut-être pas forcément à raison, ou en tout cas excessivement, parce qu'on a vu que voilà, certains hommes avaient été un peu blessés dans leur ego, et qu'il y avait peut-être une histoire voilà un peu d'ego qui venait rentrer justement dans le fait de ne pas forcément apprécier la personnalité de Candice, mais ça pourrait être justement une tactique de la production pour protéger certains aventuriers qui seraient particulièrement virulents à son égard. Je pense par exemple à un Arnaud, même si je ne le vois pas forcément comme favori pour cette saison, parce que pour moi il est un peu trop présent. Il pourrait potentiellement être un gagnant, il pourrait avoir un montage de gagnant, notamment si son montage se calme un peu par la suite, un peu comme ce qu'on a vu l'année dernière avec Alexandra. Donc pourquoi pas protéger Arnaud? On a vu qu'il était quand même virulent, enfin un peu virulent contre elle lors de son vote, en disant que Candice était quand même la moins méritante, ce qui était particulièrement étonnant d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais on pourrait également imaginer un montage qui protège un Hervé qui je trouve a vraiment un profil de gagnant, parce qu'on le voit de plus en plus, je trouve, on l'a vraiment plus vu dans ce deuxième épisode que dans le premier, sans qu'il soit trop mis en avant. Tout ce qu'on voit de lui pour l'instant c'est vraiment du positif, donc à voir un peu, je ne dis pas qu'il sera le futur gagnant, mais pour moi c'est un des profils je pense les plus en vue et un de mes favoris pour l'instant à la victoire. Donc ça pourrait être voilà une manière de la production de protéger un des garçons, ou plusieurs des garçons peut-être qui iront loin, pour ne pas avoir cette image d'homme ingrat qui était blessé dans leur ego et qui n'acceptait pas les conseils d'une jeune femme. Donc ça pourrait être ça, c'est une hypothèse, hein, mais ça pourrait expliquer justement le fait qu'on en ait pas beaucoup vu du montage. Je pense qu'on aura de toute façon plus de réponses dans le prochain épisode. Voilà donc pour le débrief du deuxième épisode de Koh-Lanta les armes secrètes. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouvera très vite pour le troisième épisode dans lequel on va avoir, je pense, plusieurs surprises. Notamment, on l'a vu dans le trailer, et si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. Le retour de Théura, comme on s'en doutait déjà beaucoup, je pense qu'il sera là comme récompense dans un jeu de confort. Mais pour le coup, voilà, ce sera peut-être intéressant de le voir, peut-être prodiguer des conseils en stratégie sur le fait de ne pas jouer son collier, de sortir de manière un peu ridicule. Mais bon, quoi qu'il en soit, blague à part, c'est toujours sympa de revoir Théora, même si c'est pas l'aventurier que je préfère. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire du programme, donc ce sera toujours amusant de le voir interagir avec les nouveaux aventuriers. Donc dans tous les cas, si vous ne voulez pas rater ce débrief, je vous invite à vous abonner, et on se retrouve très vite donc pour ce débrief et d'autres vidéos. Ciao à tous.